Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de notre série Un jour une startup saison 2. Alors, Un jour une startup, qu'est-ce que c'est? C'est une initiative que nous avons lancée avec un double objectif, mettre en lumière les startups du Hub Francia et vous offrir un moment d'échange privilégié pour vous familiariser avec des applications concrètes de l'intelligence artificielle en adressant un ou plusieurs cas d'usage métiers. Pour la présentation, je m'appelle Julien Audouze et je suis responsable des partenariats au Web Francia, une association de loi 1901 dont la mission est d'accélérer l'appropriation et l'utilisation de l'IA par ses membres qui sont des grands groupes, des PME, des ETI et bien entendu des startups et de favoriser la croissance rapide de notre bel écosystème IA français et européen. Je pourrais bien sûr vous en dire plus sur le hub, mais on n'est pas là pour parler du hub, mais plutôt de la convergence de deux technologies indépendantes, mais qui ont déjà je dirais un impact significatif sur plusieurs verticales de l'industrie. Deux technologies qui finalement ensemble deviennent un véritable levier de compétitivité pour les entreprises. Et je veux bien sûr parler de la convergence de l'intelligence artificielle, l'IA, et l'IoT, l'Internet des objets, qu'on va appeler aujourd'hui l'intelligence artificielle des objets ou l'AI IoT pour les bilingues. Alors, et on est là aujourd'hui pour comprendre son impact, les challenges et les bénéfices, notamment pour la maintenance prédictive, donc c'est-à-dire le fait de pouvoir prédire les pannes et les défaillances sur les machines avant qu'elles ne surviennent. Et donc pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Yamin Edjazi, fondateur et CEO de Bimetrix. Bonjour Yamin. Bonjour Alors, Julien. Yamin, tu es titulaire d'un doctorat en machine learning que tu as obtenu au laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes du CNRS, où tu as développé durant ta thèse de nombreux algorithmes d'apprentissage automatique qui ont d'ailleurs ensuite été utilisés dans plusieurs recherches impliquant des industriels. Tu as ensuite travaillé quelques années en tant que data scientist à l'Institut de cardio-métabolisme et nutrition, où tu as développé aussi plusieurs nouveaux outils pour travailler sur des données très hétérogènes, avant de rejoindre MathWorks en tant qu'ingénieur d'application spécialisé en data science. Et à côté de ça, tu as fondé donc Bimetrix, société qui développe des solutions d'intelligence artificielle des objets de bout en bout, donc c'est-à-dire allant de l'accès aux données de différentes sources en passant par l'intégration de modèles IA jusqu'à la création de tableaux de bord personnalisés pour la surveillance et la supervision à destination de plusieurs verticales de l'industrie, telles que la construction, l'énergie, la mobilité, pour n'en citer que quelques-unes, mais tu pourras bien sûr nous en dire plus que moi. Peut-être juste avant de rentrer dans le vif du sujet, Liamine, un petit rappel sur les aspects pratiques. Donc, n'hésitez pas à utiliser sur votre droite pardon, l'onglet chat pour réagir, commenter, réseauter. L'onglet questions également pour poser toutes vos questions qu'on prendra au fil de l'eau. Et puis, à la fin de la session, nous vous solliciterons également pour un petit sondage pour avoir votre retour d'expérience sur cette session. Et donc, sans plus attendre, eh bien, Liamine, je te passe la parole. Merci Julien pour la présentation et merci à toute l'équipe Hub France IA pour les efforts que vous faites justement pour accompagner, orienter justement les startups, les startups avec les sociétés, les industriels. Donc merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais présenter notre sujet de présentation portera sur comment l'IoT révolutionne la maintenance prévisionnelle. Donc, avant de rentrer dans les détails de ces des différentes ou définitions de ces mots IoT, maintenance prévisionnelle, bien sûr, la maintenance prévisionnelle, pour ceux qui ont déjà quelques informations là-dessus, consiste à prévoir les défaillances avant même qu'elles surviennent et donc faire un peu de la supervision et du monitoring en temps réel. Et la finalité généralement de ce type d'application, c'est en fait d'avoir à la fin un tableau de bord comme celui-là
sur lequel on peut voir un peu les données qui arrivent en temps réel, avec bien sûr un modèle IA ou machine learning qui permet justement de consommer les données capteurs qui arrivent en temps réel et qui permet de faire la prédiction, par exemple, de défaillance ou de panne avant même qu'elle survienne. Aussi, qui permet aussi d'avoir une explicabilité liée à la décision prise par le modèle IA. Donc, et bien sûr, quelques statistiques sur les différentes mesures capteurs qu'on peut avoir. Donc voilà la finalité justement de notre présentation aujourd'hui. Donc avant de vous montrer comment on peut faire ça avec, avec nos solutions, donc je vais d'abord commencer par donner quelques définitions générales justement par rapport à l'IA, à l'IIoT. Qu'est-ce que c'est l'IIoT par exemple? Donc l'IIoT, comme son nom l'indique, c'est la convergence entre l'IA, l'intelligence artificielle d'un côté, et l'Internet des objets de l'autre côté. Et donc, ce qui est rendu très populaire avec l'accès à de plus en plus de ressources de calcul dans les dernières années. Donc, commençons déjà par la partie IA. Donc, on entend parler beaucoup. L'IA, c'est un mot qu'on utilise, qu'on entend tous les jours, surtout qu'on est là avec Hub France IA. Donc, l'IA fait partie intégrante de cette association. L'intelligence artificielle, c'est un mot quand même qui est assez ancien. Il a été utilisé la première fois depuis les années 50, mais qui a évolué avec le temps. On a eu des hauts et des bas selon, bien sûr, des circonstances qui ont fait que l'intelligence artificielle a progressé. Et dès les premières années des années 80, on a commencé à voir les développements des méthodes de machine learning, ou tout ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Et à partir des années 2010, on a les méthodes de deep learning ou l'apprentissage approfondi. Donc, vous voyez, l'intelligence artificielle, c'est très, très large comme terminologie et qui peut justement inclure pas mal d'autres sous-familles, on peut dire, d'approches dans le machine learning et bien sûr le deep learning qui est une sous-famille du machine learning. Donc, c'était juste pour donner une introduction par rapport à l'historique ou l'histoire de l'IA. Et l'autre composante, c'est l'IoT. Donc, l'IoT aussi, c'est un domaine qui est assez ancien, mais qui a commencé à être populaire les dernières années, vu justement le coût bas des capteurs. Donc, on peut maintenant acquérir des capteurs à un coût très, très bas. On peut aussi accéder à des ressources de calcul sur le cloud, mais on peut aussi utiliser on peut dire de l'énergie, une énergie assez bas aussi pour faire de l'IoT. Donc, qu'est-ce que c'est l'IoT? En gros, Internet of Things, c'est on a plusieurs devices, donc plusieurs things qui sont liés via l'Internet. Et c'est pour ça qu'on appelle ça Internet of Things. Donc, les applications de l'IoT sont très nombreuses. Donc, on trouvera l'industrie 4.0 ou le Smart Industry avec des applications très diverses, donc, dont la maintenance prévisionnelle qui est notre focus aujourd'hui, mais aussi l'optimisation des opérations industrielles, la détection de défauts, de défaillances, de diagnostic. Donc, on a pas mal d'applications qu'on peut considérer dans l'industrie 4.0. Mais on a aussi d'autres types d'applications de type Smart Building, Smart Energy, Smart Cities, Smart Mobility, Smart Agriculture, la gestion des flottes de véhicules et aussi la Smart Healthcare. Donc, vous pouvez voir que les applications sont très, très nombreuses. Donc, là où on a des données capteurs, là où on a la captation de données capteurs, on peut toujours ajouter une couche applicative IA pour justement faire des analytics avancés. Donc, selon un sondage ou un survey qui a été réalisé récemment par une magazine qui est très célèbre, IoT Analytics,
auprès d'une centaine d'industriels allemands sur la question comment les analytics industriels maturent en se basant sur les avancées intelligence artificielle et machine learning récentes. Donc, pendant ce sondage, plusieurs questions ont été posées à ces industriels. La première question, c'était quelle est l'importance ou quelles sont les applications les plus importantes justement pour votre société dans les 3 années à venir. Et donc, on peut voir que la maintenance prévisionnelle et prescriptive, donc notre focus aujourd'hui, c'est la maintenance prévisionnelle, mais sachez qu'il y a un autre type de maintenance qui s'appelle prescriptive, qui ont été classés en première position. Une autre question qui a été posée, c'était par rapport quels sont les bénéfices attendus justement de ce type d'application. Et naturellement, les bénéfices, c'est l'augmentation des revenus d'un côté et l'augmentation aussi de la satisfaction client. Et enfin, une autre question concernait quelles sont les compétences que vous pensez sont nécessaires au développement de ce type d'application. Et dans ce cas-là, 92% des sociétés ou des industriels qui ont été sondés ont estimé que la data science était une compétence importante pour mener à bien ces projets ou ces développements de ce type d'application. Sachant que juste 22% de ces sociétés possédaient déjà ces compétences en interne. Donc là, on voit l'intérêt de la maintenance prévisionnelle, on voit un peu quels sont les bénéfices attendus et les challenges, quelques défis qu'on va détailler par la suite. Mais définissons d'abord la maintenance prévisionnelle. Pour ceux qui ne connaissent pas cette approche, qu'est-ce que c'est la maintenance prévisionnelle? Donc, la maintenance, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs types de maintenance. On a la maintenance réactive. Donc, on fait la maintenance quand il y a un problème. Il y a la maintenance préventive, donc faire des maintenances programmées, par exemple changer l'huile de la voiture à chaque 10 km, c'est de la maintenance préventive. Et on trouve ensuite la maintenance prévisionnelle ou la maintenance prédictive, qui consiste à faire du monitoring intelligent des équipements pour éviter justement les pannes avant même qu'elles surviennent. Donc, contrairement à la maintenance préventive, la maintenance prévisionnelle utilise justement des algorithmes intelligents, analytics, basés sur des données capteurs pour justement pouvoir prédire et prévoir les pannes et les défaillances avant même qu'elles surviennent. Mais pourquoi la maintenance prévisionnelle? Donc, je prends ici l'exemple des compagnies aériennes et des moteurs d'avion en particulier, parce qu'on va aujourd'hui se focaliser sur un exemple qui concerne les moteurs d'avion. D'un côté, les pannes et les défaillances qui peuvent arriver peuvent endommager fortement les systèmes et peuvent aussi être très coûteuses. On estime par exemple que le délai de retard lié à une panne ou à une défaillance est estimé à 9 000 $ par heure. Et le coût lié à l'annulation d'un vol est estimé à 66 000 $. Donc, on peut voir un peu l'intérêt d'utiliser la maintenance prévisionnelle dans ce cas-là. De l'autre côté aussi, les pannes qui peuvent arriver peuvent être très dangereuses. Donc, vous pouvez imaginer un moteur d'avion qui prend feu pendant le vol. Donc, c'est vraiment très dangereux. Et donc, on a intérêt quand même d'anticiper ce type de panne avant même qu'elle survienne. Sachant que dans le cas des avions, maintenant, on fait beaucoup plus de la maintenance préventive. Donc, chaque nombre de vols de moteur, on fait de la maintenance préventive. Et enfin, on a bien sûr les opérations de la maintenance qui peuvent être très, très coûteuses, qui peuvent aller jusqu'à des milliers de dollars pour justement faire la maintenance des moteurs d'avion. Et sans parler de la durée d'arrêt et de la durée nécessaire pour faire cette maintenance qui est estimée à entre 3 000 et 7 500 heures par année. Voilà, donc c'est juste pour vous donner un peu quelques
quelques aspects qui font que la maintenance prévisionnelle, c'est quelque chose qui peut être très bénéfique. Bien sûr, la maintenance prédictive arrive, bien sûr, avec pas mal de bénéfices et de, bien sûr, ROI. Donc, pourquoi, quels sont les bénéfices qu'on attend justement de cette maintenance prévisionnelle? Donc, dans un premier temps, bien sûr, l'objectif principal de la maintenance prévisionnelle, c'est d'augmenter la durée de vie et la sécurité des machines, des moteurs et des systèmes en question. Ce qui, bien sûr, va améliorer la fiabilité de ces systèmes. Ça, c'est le premier bénéfice qu'on peut avoir de la maintenance prévisionnelle. Le deuxième, en sachant quand est-ce qu'on fait la maintenance, on peut optimiser la logistique liée aux pièces de rechange, aux composantes nécessaires pour faire de la maintenance. Donc, ce qui va influencer positivement la réputation de nos produits et bien sûr de notre société dans ce cas-là. Et enfin, en empêchant les pannes et les défaillances avant même qu'elles surviennent, ça permet de minimiser un peu la maintenance, les coûts de la maintenance, et donc ce qui permet justement on peut dire de minimiser aussi le coût associé au produit, à l'utilisation du produit. Donc, vous voyez, les bénéfices sont très nombreux, mais bien sûr, on a beaucoup de bénéfices, mais on a aussi beaucoup de défis associés à la maintenance prévisionnelle. Donc, les quelques défis qu'on a rencontrés et qu'on peut citer ici, le premier défi concerne la scalabilité, donc la mise à l'échelle des applications de la maintenance prévisionnelle. Donc, on peut imaginer, en fait, on a plusieurs usines, donc plusieurs sites avec plusieurs machines, des centaines de machines sur chaque site. Donc, il faut définir quand même une architecture qui permet de collecter les bonnes données au bon moment pour prendre les bonnes décisions. Donc, il faut avoir quand même une architecture assez musclée pour permettre justement de collecter toutes ces données en temps réel et prendre des décisions. Ça, c'est le premier défi, justement, de la maintenance prévisionnelle. Le deuxième défi concerne la connectivité. Donc, vous savez, maintenant, dans le domaine industriel, dans différentes applications, pas que la maintenance prévisionnelle, on utilise beaucoup de protocoles de communication M2M. Donc, selon l'environnement dans lequel se trouve la machine, selon les caractéristiques de l'application. Donc, il faut quand même aussi prendre en compte cet aspect-là de connectivité des données capteurs. Et l'autre défi est lié aux compétences. Donc, vous savez tous que les compétences en IA et en IoT sont très chères et très rares. Donc, il faut quand même avoir des ressources en interne. Il faut créer une équipe qui permettra justement de mener à bien ces projets, ce qui n'est pas très clair justement pour pas mal de sociétés, surtout les PME ou les petites sociétés. Ensuite, l'autre défi concerne l'hétérogénéité des données. Vous pouvez imaginer, par exemple, plusieurs sites qui envoient, ou plusieurs machines qui envoient des données de différents types, ou voire même, si on veut, par exemple, agréger des données de type transactionnel, business, avec les données capteurs. Donc, ça devient rapidement très hétérogène. Donc, il faut avoir aussi la possibilité de prendre en compte ce défi aussi, cet aspect-là. Et enfin, l'aspect le plus important, c'est la sécurité. Donc, comment sécuriser la communication, comment sécuriser le transfert des données. Donc, ça, c'est un aspect aussi très important, c'est un défi aussi, surtout maintenant qu'on parle beaucoup de l'aspect de protection des données et tout. Donc, c'est un aspect très important qu'on doit aussi aborder. Voilà, donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est de vous montrer justement comment, avec les solutions que nous avons développées en interne par Bimetrix, on peut aborder ces différents challenges tout ça en se basant sur un exemple qui consiste à faire la maintenance prévisionnelle des moteurs d'avion.
Donc, on a les données capteurs de 100 moteurs d'avion de même type. Donc, c'est des moteurs d'avion de type turbofan, comme vous pouvez voir. Donc, les données qu'on dispose sont caractérisées par donc correspond à 14 capteurs et correspond à plusieurs types de mesures, température, pression, vitesse, donc aux différents niveaux du moteur. Donc, on a 14 capteurs de différents types. Et l'objectif ici, ou la variable cible, ou l'objectif qu'on veut faire ici, c'est estimer le time to fail, la durée ou la durée de vie avant de tomber en panne du moteur. Et donc ici, généralement, cette variable, c'est la variable qu'on appelle variable cible. Et généralement, c'est une variable numérique, c'est-à-dire c'est une durée qu'on utilise généralement pour estimer le temps qui reste avant que le moteur tombe en panne. Mais dans ce cas-là, avec l'aide des experts métiers, on a discrétisé cette variable qu'on a appelée TTF en 3 classes, 3 catégories. Donc, la première, c'est longue, qui correspond justement qui indique que le moteur est en bon état et donc fonctionne correctement. Un état short, donc le moteur est dans un état transitoire et commence à diverger. Et un état urgent qui indique que le moteur est dans un état critique et il faut procéder à la maintenance. Et donc, l'objectif ici, c'est de prévoir, utiliser ces données pour prédire et prévoir justement le time to fail en utilisant ces 3 catégories. Dans le jargon des data scientists, on parle de classes, 3 classes. Donc, l'objectif par la suite, c'est de créer un modèle prédictif qui permet justement, en se basant sur des données, sur 6 données capteurs, de créer un modèle, d'entraîner un modèle et ensuite le déployer en temps réel pour consommer les données qui arrivent en temps réel des capteurs pour faire de la maintenance prévisionnelle. Donc pour cela, donc on va utiliser justement notre plateforme qui s'appelle ThingWinx. Donc c'est une plateforme de bout en bout, c'est une plateforme IIoT de bout en bout qui permet en fait de couvrir les différentes étapes d'un workflow typique de IIoT. Commençons par l'accès aux données. Donc on a parlé un peu de la connectivité aux données. Donc cette plateforme supporte déjà pas mal de protocoles de communication les plus utilisés dans l'industrie M2M. Donc, par exemple, dans le domaine industriel, on utilise beaucoup les protocoles Modbus. On utilise aussi le protocole le protocole OPC UA, mais on utilise aussi d'autres protocoles selon les caractéristiques de l'environnement dans lequel se trouve le device ou la machine. Tel que MQTT, on peut utiliser par exemple des automates programmables de Siemens, donc il y a des protocoles spécifiques ou des protocoles plus standards, TCP, IP, LoRaWAN, donc tous ces protocoles qu'on utilise dans l'IoT classique. Ensuite, une fois nous avons accès aux données, la deuxième étape dans le workflow ThingWinx, c'est comment stocker les données, donc remonter les données, que ce soit sur le cloud ou sur votre serveur, si vous voulez installer cette plateforme ThingWinx en premise. Donc, elle vous permettra, bien sûr, justement, de stocker les données qui arrivent en temps réel, bien sûr, et de gérer les données qui arrivent en temps réel. Les caractéristiques que je peux citer ici, c'est que cette plateforme est basée sur un système de messagerie qui, à son tour, basé sur un concept de streaming d'événements. Et en fait, on utilise une architecture qui est très scalable, persistante, distribuée et aussi tolérante aux fautes. C'est-à-dire quand on a une information, on a un serveur qui tombe en panne, on a des réplicas de données sur différents serveurs qui permettent justement de récupérer cette information. Donc, elle arrive aussi avec des connecteurs plug and play pour se connecter aux différentes sources de données.
de différents types. Donc, on a parlé de l'hétérogénéité dans ce cas-là. Elle est facile à utiliser et à interfacer avec les API externes. Donc, si on a besoin de s'interfacer avec une API en entrée ou en sortie, on peut le faire facilement. Elle est facile aussi à paramétrer et à configurer. Donc, tout est fait en clic-bouton. On n'a pas besoin justement de faire du codage ou de programmer. Voilà, donc ça, c'est la deuxième étape de notre workflow IIoT. La troisième étape consiste justement à utiliser un modèle IA ou modèle machine learning qui permet justement de consommer ces données qui arrivent en temps réel sur cette plateforme pour faire de la prédiction. Par exemple, dans ce cas-là, pour prévoir les pannes avant même qu'elles surviennent. Et donc, dans ce cas-là, on utilise une plateforme aussi, une autre plateforme qu'on a créée pour créer un modèle machine learning qu'on peut intégrer intuitivement intégrable avec cette plateforme ThingWinx. Donc, et qui supporte aussi déjà pas mal de types d'apprentissage. Donc, MinerWorks déjà supporte les différents types d'apprentissage, supervisé, non supervisé, et les différentes sous-familles d'apprentissage, de la classification, la régression, le clustering. Donc, dans notre exemple, par exemple, on est dans le cas comme on a trois catégories, la variable cible a trois catégories, donc trois classes, on est dans la classification. Donc, on va voir un peu comment, en quelques clés boutons, on peut créer un modèle prédictif qu'on peut ensuite intégrer dans notre plateforme. Donc, en se basant toujours sur le même exemple, donc des moteurs d'avion turbofan. Donc, comme vous pouvez voir ici, la plateforme MinerWorks, c'est une plateforme web qu'on peut installer sur le cloud ou on peut installer, bien sûr, sur un serveur en interne. Donc, chaque utilisateur aura, bien sûr, un accès personnalisé. Donc, on gère aussi l'aspect gouvernance du modèle, donc, et de façon très transparente. Donc, comme vous pouvez voir, on peut créer des modèles en quelques étapes, des modèles prédictifs. Donc, il suffit juste de spécifier le nom du modèle et ensuite le problème sur lequel ou le problème qu'on veut résoudre. Donc, dans notre cas, ça sera la classification et charger les données historiques pour créer le modèle. Donc ici, on peut utiliser des fichiers de texte ou standards. On peut aussi se connecter à des bases de données, différents types de bases de données pour récupérer les données. On peut ensuite avoir un aperçu sur les données, les caractéristiques des données, et avoir même un aperçu sur le format des données. On peut accéder aux données. Il faut aussi sélectionner ici la variable cible qu'on veut prédire, donc notre time to fail. Donc ici, la plateforme implémente déjà pas mal de méthodes ou d'approches de normalisation et de pré-traitement utilisées par la communauté des data scientists. Ensuite, elle donne beaucoup de visualisation pour justement explorer les données, comprendre un peu la structure des données avant de se lancer dans la création des modèles. Par exemple, l'analyse en composantes principales pour voir un peu la distribution des données. C'est très interactif, donc ça permet justement de comprendre la structure des données. Ensuite, on se lance dans la création du modèle, et donc c'est aussi du clic-bouton. On choisit quelques paramètres du modèle et ensuite on lance l'apprentissage justement et l'entraînement du modèle. Donc, dans cette plateforme, on implémente aussi un algorithme propriétaire de sélection de capteurs ou de variables, donc qui permet justement de sélectionner les capteurs selon leur pertinence au problème qu'on résout. Par exemple, ici, on va calculer un poids à chaque capteur selon sa capacité à discriminer entre les trois classes qu'on a vues, short, urgent and long. Donc, elle fournit aussi des outils pour sélectionner les capteurs les plus pertinents à garder. Et donc, en se basant sur des métriques très utilisées par les data scientists. Et une fois nous sommes satisfaits du modèle, on peut ajouter le modèle au modèle existant dans notre bibliothèque de modèles.
Ici, on n'a pas essayé d'améliorer le modèle, mais vous voyez un peu, on peut améliorer le modèle pour avoir une accuracy un peu plus importante. Vous voyez, on peut partager le modèle avec des utilisateurs en interne, donc avec des droits de permission spécifiques. On peut accéder au modèle à n'importe quel moment pour justement voir les différents paramètres qu'on a utilisés pour le modèle, les caractéristiques des données, les performances du modèle. On utilise différentes métriques, la précision, l'IEC, les matrices de confusion et aussi les courbes IEC qui sont très utilisées par les data scientists. On implémente aussi un algorithme qui permet de faire de l'explicabilité, donc expliquer les décisions prises par ce modèle pour chaque décision, on a l'explicabilité associée qui permet d'interpréter cette décision. Pardon. On peut accéder aussi à l'importance de variables qu'on a calculées au début pendant l'étape de traitement. On peut aussi faire de la prédiction, c'est-à-dire arriver avec de nouvelles données, des fichiers par exemple, et faire une nouvelle prédiction en utilisant ce modèle. Comme vous pouvez voir ici, le modèle va faire la prédiction, mais aussi va fournir l'explicabilité associée à chaque prédiction, comme vous pouvez voir ici. On peut ensuite aussi partager ce modèle avec des clients externes, par exemple, ou le mettre à disposition à d'autres applications en générant une API. Donc, on peut ajouter une API et on peut tester cette API. Donc, on donne un outil avec notre plateforme qui permet de tester que l'API fonctionne correctement, bien sûr de façon très sécurisée, donc en utilisant bien sûr des identifiants, les mêmes identifiants que vous avez pour la plateforme. Et donc, on voit ici le modèle qu'on vient de créer, qui s'appelle Demo PDM, avec son identifiant et la clé nécessaire pour pouvoir faire des requêtes sur l'API. Donc, pour ceux qui sont familiarisés avec ça, ça ressemble un peu à Postman si on veut tester une API. Donc ici, on va tester avec, comme vous pouvez voir, avec des valeurs aléatoires, mais on va voir qu'on va obtenir, l'API va calculer la prédiction, donc ici, dans ce cas-là, c'est short, avec l'explicabilité associée. Voilà donc un peu comment on peut créer un modèle prédictif. Donc, une fois nous avons créé ce modèle, on va voir par la suite comment on peut l'intégrer facilement dans ce workflow avec la plateforme ThingWings. Donc, la prochaine étape, après avoir fait l'analytics, donc faire la prédiction, c'est de faire le monitoring, la surveillance, la supervision. Et dans ce cas-là, la plateforme ThingWings permet en fait de créer, on fournit un outil qui permet de créer des tableaux de bord personnalisés. Donc qui vous permettent d'interroger, de visualiser, comprendre et alerter aussi en se basant sur les métriques que vous aurez définies. Elle permet aussi de partager ces dashboards en interne avec donc, vos collègues ou en externe avec des clients, bien sûr. Mais aussi tout ça de façon très sécurisée et facilement configurable. Regardons maintenant comment implémenter ce workflow. Donc, on a vu comment on implémente justement le modèle prédictif, mais on va voir comment l'intégrer dans le workflow et comment on va implémenter tout ce workflow étape par étape avec la plateforme ThingWings. Pardon. Donc, voilà un peu on peut dire le setup de la démo d'aujourd'hui. Donc, on a un moteur d'avion qui va envoyer des données à un device, un edge device, et qui, à son tour, va remonter les données à notre plateforme ThingWings, que ce soit elle est installée en local, en prémise ou sur le cloud. Dans notre cas, on utilise la version cloud. Bien sûr, ici, on est en train de simuler justement l'arrivée de données on n'est pas connecté à un moteur d'avion ici, mais on est en train de simuler les données qui arrivent en temps réel sur le edge device.
Donc, on utilise ici un protocole très utilisé par la communauté IoT, c'est le protocole MQTT. Donc, on va voir comment implémenter ça. Donc, on va commencer de là où on s'est arrêté. Donc, on avait le modèle, on avait créé le modèle. On va voir comment l'intégrer dans la plateforme ThingWix. La plateforme ThingWix, c'est une plateforme aussi web, qu'on peut voilà, utiliser des identifiants. La première chose qu'on peut voir, c'est le workflow. C'est un workflow très simple à mettre en œuvre avec des dashboards. Donc, on peut voir les différentes caractéristiques, la consommation de mémoire. Il faut créer tout d'abord un device, un thing. Ici, on a créé le thing démo. Ensuite, on va utiliser ce device pour ajouter mon moteur d'avion, MyEngine. Donc, on peut avoir plusieurs devices dans un seul thing avec des pré-traitements spécifiques. On va créer des connecteurs pour se connecter à l'edge device, donc différents types de connecteurs, source, sync, qu'on utilise très souvent, mais tout en clic-bouton. Et on va voir comment intégrer le modèle qu'on a créé tout à l'heure avec la plateforme MyNowX dans ThingWix. Donc, il suffit juste de donner l'ID du modèle, le host, le serveur et la clé du modèle, de l'API. Et ensuite, on va voir qu'on vient de rajouter MyEngine, donc mon moteur d'avion, à la liste des devices sur cette plateforme. On peut ensuite vérifier l'état de cette device, les connecteurs aussi, s'ils fonctionnent correctement, s'il y a des problèmes. On peut aussi vérifier le modèle IA qu'on a créé. Et ensuite, on peut visualiser les données qui arrivent en temps réel. Donc, vous voyez, j'ai déjà reçu deux messages avec la prédiction associée. Donc, mon modèle fonctionne correctement et je peux voir que les messages augmentent en temps réel. Donc là, on a 3. Maintenant, l'idée, c'est de créer un dashboard qui permet justement de visualiser tout ça. C'est un dashboard très simple qu'on a nous-mêmes créé, mais vous pouvez le personnaliser selon votre besoin. Donc, vous pouvez utiliser autant de composants dans votre dashboard. Donc, ici, vous voyez le résultat de notre modèle, donc le statut que vous voyez ici, avec l'explicabilité associée et les données qui arrivent en temps réel chaque 30 secondes. Et on voit que l'explicabilité change à chaque fois. Et bien sûr avec quelques statistiques sur les différents capteurs. Donc c'est un dashboard très simple, juste pour vous montrer comment ça fonctionne, mais l'idée c'est de vous montrer que c'est très personnalisable, vous pouvez le créer, le changer, le modifier selon votre besoin. Voilà, donc en plus des solutions qu'on propose, ThingWix et MyNowX, on propose aussi des services pour accompagner nos clients. Donc, on propose par exemple de la formation, que ce soit sur les outils, donc l'utilisation des outils ThingWix et MyNowX, ou sur les techniques, machine learning, intelligence artificielle ou Internet des objets. Donc, on propose des formations personnalisées sur ce type de sujet. Ensuite, on propose aussi du conseil, ce format de consulting, allant de l'identification et la définition des cas d'usage, passant par la réalisation de preuves de concept, jusqu'à le déploiement de ces développements ou ces applications en production. Donc, on peut vous accompagner justement pour développer ces trois aspects selon votre besoin. Voilà, donc pour finir, en résumé, donc, on vous a montré rapidement, c'était rapide pour comment nos plateformes permettent de rapidement développer et déployer des modèles prédictifs et des applications IIoT en clic-bouton de façon donc l'architecture elle est très adaptative, donc on peut passer ou faire la mise à l'échelle rapidement selon le besoin, selon la taille du parc de machines, de façon très performante car on peut capturer une grande quantité de données, la stocker, l'explorer
de capteurs. On a montré aussi, j'ai présenté aussi comment on peut accompagner nos clients pour mettre en œuvre ou développer ce type d'application. Donc, on a de la formation, on a du consulting, mais on a aussi montré surtout que ces applications sont aussi très faciles à utiliser par que ce soit des experts métiers ou des data scientists ou voire même des ingénieurs généralistes qui peuvent utiliser ces applications de manière très facile. Enfin, nous avons montré comment ces applications permettent justement dans le but justement de réduire le coût associé au développement et au déploiement de ces applications. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin. Donc, on prend maintenant vos questions et je tiens encore une autre fois à vous remercier pour votre présence aujourd'hui. J'espère que notre présentation vous a été utile. Donc, je vous donne ici quelques informations pour nous contacter. Et je regarde maintenant les questions. Merci beaucoup Liamine pour cette présentation. C'était très intéressant et très instructif. Alors peut-être le temps que notre audience prépare ses questions. Moi, j'en ai une première pour toi. Finalement, quels sont les prérequis aujourd'hui pour intégrer ce type de solution? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques peut-être que tu recommandes? Oui, en fait, il y a plusieurs aspects qu'il faut prendre en compte dès le début avant de se lancer justement dans le développement de ce type d'application. Il faut savoir déjà, il faut s'assurer d'abord on a des données, on dispose des données, de la quantité des données nécessaires pour pouvoir créer les modèles IA et qui sont performants. Ça, c'est d'un côté. Il faut aussi bien choisir les protocoles de communication, les edge devices aussi qu'on va utiliser pour se connecter avec du hardware, avec la machine. Donc ça, c'est aussi très important parce que ça peut changer selon l'environnement dans lequel se trouve la machine, selon lequel aussi se trouve aussi le serveur. Voilà, il y a plusieurs aspects qu'il faut prendre en compte pour pouvoir justement choisir le bon device, edge device. Et aussi, il faut s'assurer aussi qu'on arrive qu'on arrive à intégrer justement l'ensemble dans un workflow sans avoir justement par exemple, des surprises de type à la fin, par exemple, non, j'ai pas pris en compte justement les données qui arrivent de la source. Ne sont pas exactement les mêmes que les données que j'ai utilisées dans mon modèle, par exemple, des choses comme ça. Dans notre plateforme, on donne la possibilité justement d'intégrer ce type de pré-traitement qu'on peut, par exemple, dans le côté développement du modèle, ignorer, par exemple, ou qu'on peut pas prendre en compte pendant le développement. Donc, c'est ça un peu les différents aspects qu'on peut trouver dans ce type d'application. Et justement, peut-être concernant la scalabilité et le déploiement, quelles sont finalement aussi peut-être les différentes étapes pour un déploiement à échelle sur plusieurs usines, plusieurs machines réussies? Oui, merci pour la question, Julien. Donc, en fait, euh, il y a aussi plusieurs aspects dans ce cas-là. En tout cas, notre plateforme, en fait, arrive avec la possibilité de scaler, de mettre à l'échelle, de passer à l'échelle automatiquement. Donc, si on a besoin, si le nombre de machines augmente, ben, notre plateforme, elle est capable de justement d'augmenter, de mettre à l'échelle justement la plateforme pour qu'elle puisse supporter le nombre de machines qui arrivent ou qu'on se connecte. Parce qu'on sait qu'on commence avec un nombre de machines et avec le temps, ça peut justement évoluer en termes d'utilisation. Donc, on gère cet aspect-là aussi dans notre plateforme
pour justement faciliter cette mise à l'échelle. Généralement, dans ce cas-là, on va utiliser en fait des serveurs sur lesquels la plateforme est installée. Si c'est sur le cloud, bah, c'est la même chose, mais on utilise plusieurs serveurs et comme j'ai expliqué pendant la présentation, on a cet aspect tolérance aux fautes. C'est ça l'intérêt d'utiliser plusieurs serveurs, c'est que si un serveur tombe en panne, on n'a pas intérêt justement de perdre des données, même si pour une durée de quelques minutes ou quelques instants. Donc, notre plateforme permet justement de faire de la réplication des données pour justement s'assurer que les données, on ne les perd pas, l'intégrité des données, on les récupère. Et du coup, Voilà, donc, on a parlé des prérequis, des étapes, je dirais, clés pour un déploiement réussi, mais j'imagine qu'il doit y avoir aussi peut-être euh, des défis que tu rencontres justement dans la mise en place de ce type de solution. Tu parlais tout à l'heure du fait d'avoir des compétences en interne, des data scientists. Quels sont finalement quand tu parles avec des industriels, quels sont finalement les principaux défis non technologiques que tu rencontres? Je pense, je sais pas, par exemple, à la compétence interne, la transformation peut-être de la culture d'entreprise ou organisationnelle ou ce genre de choses. Et puis comment, du coup, Bimetrix, voilà, vous pouvez justement aider à lever ces freins. Donc, quels sont les freins finalement non technologiques et comment vous pouvez aider à les lever chez Bimetrix? oui. Donc, oui, vous avez déjà mentionné pas mal de défis non technologiques qui peuvent justement être, on peut dire, à la source justement de frustration pour implémenter ce type d'application. Euh, donc, vous avez mentionné les compétences, donc la culture, bien sûr, euh, c'est un prérequis, c'est-à-dire on va essayer de notre côté essayer d'expliquer un peu. Bien sûr, c'est pour ça on propose ici dans l'accompagnement, on propose aussi des preuves de concept. Donc on va essayer d'aller voir les clients et essayer d'expliquer, de leur montrer la faisabilité et le ROI d'intégrer ce type de solution. Parce que ce n'est pas toujours évident. Et de l'autre côté, c'est les compétences. Le plus grand frein, c'est les compétences. Ce type d'application, en fait, vous avez vu, il y a plein de compétences qu'il faut avoir justement pour pouvoir implémenter ce type d'application. Et ça nécessite, en fait, parfois, il y a des sociétés qui ont mis en place des équipes de data scientists, des ingénieurs IoT, euh, plein de profils différents, de IT aussi, parce qu'il y a l'IT aussi qui rentre en jeu. Mais parfois, c'est un peu difficile, justement, la communication, elle n'est pas facile, justement, à passer entre les différents stakeholders de ce type de projet. Ce qui retarde beaucoup ce type d'application ou l'adoption de ce type d'application. Donc nous, on vient ici avec des solutions qui peuvent être utilisées par des data scientists, des IT, des ingénieurs d'une manière générale, sans avoir besoin justement de compétences très avancées en termes de, par exemple, j'ai pas besoin d'écrire du code, de créer par exemple un topic pour se connecter à telle machine. Il y a plein d'aspects qu'on gère déjà et qui facilitent justement cette interaction entre les différents équipes, ou les différents membres de l'équipe. Ok, merci Yamine pour ces précisions. On a une question de Geoffrey. Geoffrey qui nous demande comment se déroule la prédiction en temps réel, si cette dernière nécessite plusieurs mois de données. Tu en parlais tout à l'heure, effectivement, il faut déjà avoir un historique de données, mais alors un historique de plusieurs mois, plusieurs années, à partir peut-être de quel moment on peut considérer qu'on peut faire finalement quelque chose avec ces solutions d'AI IoT. Hmm. Surtout s'il y a Donc, une saisonnalité précise, Geoffrey. hmm. Merci Geoffrey pour cette question très intéressante. Euh, En fait, on n'est pas obligé. Ouais, il faut avoir quand même une quantité de données assez
suffisante pour pouvoir entraîner un modèle machine learning. Donc ça, c'est la base de l'implémentation de ce type d'application. Mais on n'est pas obligé justement d'avoir on peut dire, de téraoctets de données. La chose importante de laquelle il faut s'assurer, c'est d'avoir dans les données, d'avoir toutes les situations représentées. C'est ça l'aspect le plus important dans ce type d'application. Donc, on n'est pas obligé d'avoir toutes les données de plusieurs années ou de plusieurs mois de la même saison. On peut avoir quelques données de la même saison. En tout cas, il faut s'assurer que toutes les situations qui peuvent survenir sur votre système ou sur votre machine est représentée dans les données que vous allez utiliser pour implémenter les modèles. Pour moi, c'est ça en fait l'aspect le plus important. Et après, dès que vous avez toutes les situations représentées dans votre modèle, après, la prédiction va se dérouler d'une manière en temps réel. Après, on peut faire des agrégations, par exemple des données d'un seul, je sais pas, d'une période spécifique. On agrège les données pour s'assurer qu'on représente les données d'une manière un peu plus précise. Voilà, ce type on peut dire de mesures qu'on peut prendre pour justement aborder cette question. Et Eliamine, est-ce qu'il y a peut-être, j'imagine, il y a pas mal de verticales métiers hein, dans lesquels on peut justement implémenter ce type de solution d'AI IoT. On a parlé aujourd'hui de la maintenance prédictive, mais est-ce qu'il y a, voilà, quels sont les autres cas d'usage finalement sur lesquels cette technologie, cette convergence entre l'IA et l'IoT peut être bénéfique et intéressante en termes de retour sur investissement? Oui, donc dans ce cas-là, les cas d'usage sont très nombreux. On peut trouver, j'ai cité pendant la présentation au début quelques applications, donc gestion de flotte de véhicules, par exemple. On peut par exemple aller jusqu'à par exemple, mettre en place un modèle prédictif, un modèle IA qui permet de, euh, de, de, de dire si le conducteur conduit d'une manière, on peut dire, correcte ou il est un peu plus brutal dans sa conduite, par exemple. On peut aller sur des applications un peu plus avancées. Donc là où il y a des données capteurs, par exemple Smart City, Smart Building aussi, on a pas mal de choses qu'on peut faire d'applications qu'on voit apparaître en se basant sur ces technologies pour, par exemple, optimiser la consommation d'énergie selon, bien sûr, l'historique qu'on a, en utilisant des modèles prédictifs, prédire un peu la consommation d'énergie, après gérer, bien sûr, dans des hôtels, par exemple, on peut gérer selon la prédiction voilà, de la consommation ou de nombre de visiteurs, des choses comme ça. On peut agréger pas mal d'informations que ce soit capteur ou transactionnel business, pour avoir pour prendre des décisions assez fondées. Tout ça pour optimiser justement le process, l'utilisation de l'énergie, tous ces aspects-là. D'accord. Et d'ailleurs, j'en profite, j'ai vu le sondage arriver dans l'onglet sondage. N'hésitez pas, audience, à prendre quelques secondes pour répondre à notre sondage. Votre feedback nous est très précieux. N'hésitez pas aussi à profiter des quelques minutes qui nous restent pour poser vraiment toutes vos questions. Hein. Liamine en particulier est là pour y répondre. Moi, j'avais aussi une autre question peut-être sur le business model finalement de la solution. Comment ça se passe? Donc, très bonne question. Donc, le business model, donc on a différentes façons, justement, différentes options euh, de licensing. Donc on a le licensing, comme on appelle sur le cloud, as you go, pay as you go, qu'on appelle, qui est très utilisé maintenant et très à la mode. On peut aussi, par exemple, selon la plateforme Minerworks ou ThemeWings, par exemple Minerworks, on peut opter pour une utilisation en local, sur un PC personnel, sans avoir besoin de mettre en place un serveur. Donc ça aussi, on a la possibilité, on a une licence spécifique
On peut aussi utiliser les solutions sur des serveurs en prémisse, en local aussi. Donc, on a ces différentes options sont disponibles avec nos solutions. Donc, si vous avez besoin d'autres informations par rapport à ces aspects-là, n'hésitez pas à nous contacter. On vous répondra là-dessus avec plaisir. Peut-être que tu peux remettre à ce titre ton adresse email dans le chat pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de l'apprendre. Comme ça, effectivement, ceux qui souhaitent voilà, avoir plus d'informations ou la présentation ou autres pourront facilement te contacter. Donc, ce qu'on peut finalement retenir aujourd'hui, c'est que d'un côté, en fait, les systèmes Internet des objets actuels, finalement, sont plutôt conçus pour réagir à un événement, hein, sont plutôt conçus pour être réactifs. Et avec cette combinaison AI-IoT, finalement, on est plutôt dans une version un petit peu proactive sur la façon de détecter les pannes hein, et les événements. Et finalement, simplement, au lieu je dirais, de présenter aux humains pour leur permettre d'agir, l'IA va finalement faire la boucle et prendre automatiquement une action, un peu comme si finalement l'IA allait devenait le cerveau de ce système nerveux connecté. Euh, et Exactement. finalement, et finalement, ça, eh bien, c'est aussi quand même la promesse hein, d'une maintenance prédictive qui va bien sûr aider les organisations à économiser des millions d'euros en support et en maintenance des équipements. Et derrière, ça veut dire aussi optimiser les ressources, maximiser l'efficacité des installations, augmenter la productivité du personnel et puis, in fine, bien sûr, le chiffre d'affaires. Euh, alors, du coup, s'il n'y a pas d'autres... Il y a une autre question, je vois. effectivement. Donc, Rafik, merci pour la question. Donc, en se basant sur les datas avec lesquelles vous n'êtes pas familier, comment votre modèle peut savoir qu'à cet instant, il y a justement un problème? Euh, donc, si je comprends bien, les datas avec lesquelles nous ne sommes pas familiers, justement, c'est ça en fait l'avantage d'utiliser ce type justement de modèle. C'est que on n'est pas obligé. Bon, il y a quand même quand on fait l'apprentissage, pendant l'apprentissage ou l'entraînement du modèle, il faut quand même avoir une certaine compréhension, interprétation des différentes situations qu'on peut avoir justement dans le modèle. Donc ça, c'est quelque chose. Mais si on parle de situations qu'on n'a pas prévues dans le modèle, dans ce cas-là, on peut utiliser des méthodes non supervisées qui permettent justement de s'adapter. Donc, s'il y a, s'il y a des situations qu'on n'a jamais prévues, ce modèle-là non supervisé va permettre justement de s'adapter. Il va ajouter une nouvelle situation automatiquement. Bien sûr, l'expert métier doit intervenir pour justement interpréter cette situation parce que c'est très important. On peut pas, ça peut être aussi du bruit, ça peut être parfois des choses qui ne font pas partie du processus réel. Donc il y a quand même cet œil de l'expert métier qu'il faut toujours garder pour justement s'assurer qu'on n'est pas en train de faire, que le modèle n'est pas en train de faire n'importe quoi. Mais pour répondre, c'est utiliser, il y a des approches qui permettent justement d'aborder ce type de problématique. Alors, on a d'ailleurs une autre question un peu sur la définition des termes, peut-être parfois un peu confus de Martine, effectivement, voilà, qui mentionne que la norme NFEN numéro 13306 parle de maintenance prévisionnelle et pas de maintenance prédictive. Pourquoi ces confusions de langage qui brouillent un peu la compréhension finalement sur les différents niveaux de langage? Voilà, peut-être que tu peux reposer un petit peu les bases et la définition de ces deux termes. Ouais, c'est vrai qu'il y a une confusion. Donc, je pense que la confusion vient juste du mot qu'on utilise en anglais.
on utilise predictive maintenance. Donc, maintenant, on utilise de plus en plus maintenance prédictive. Mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. En français, c'est maintenance prévisionnelle. D'ailleurs, vous m'avez peut-être remarqué, je parle toujours de maintenance prévisionnelle, pas de maintenance prédictive. Même si je l'avais écrit sur le slide, maintenance prédictive, parce que c'était en anglais les slides. C'est ça peut-être la confusion. Mais on est bien d'accord avec vous, Martine. C'est effectivement le cas. Il y a une confusion liée justement à l'utilisation du mot anglophone qui met un peu de confusion. Et c'est vrai que peut-être j'ai contribué à cette confusion puisque j'ai parlé aussi au début de maintenance prédictive. Donc merci en tout cas Martine de nous avoir repris à ce sujet. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va effectivement bientôt s'arrêter. En tout cas, un grand merci Yamine pour ton C'est intervention, moi qui vous remercie. cette présentation et puis voilà tous ces insights que tu as pu partager avec notre audience. Un grand merci aussi, surtout, bien sûr, à notre audience pour nous avoir écoutés et pour avoir également posé ces questions. Rassurez-vous, Un jour une startup revient très bientôt pour l'épisode 4. On vous donne rendez-vous le 6 mai prochain à 11h. Ce sera avec InVivo Software pour parler cette fois de l'IA au service de l'efficience opérationnelle et plus particulièrement comment fluidifier vos opérations IT. Mais c'est pas tout, on vous donne rendez-vous aussi le 4 mai, donc voilà, vous aurez tous les liens dans le chat. On vous donne rendez-vous le 4 mai pour cette fois parler de la rencontre entre l'IA et la simulation. Donc on recevra des experts des deux domaines pour parler de ces deux approches et de la façon dont couplées, comment elles peuvent transcender la façon d'appréhender les projets de demain. Et on aura la chance de recevoir des experts français, canadiens. On aura EDF d'ailleurs qui sera là aussi. Et puis on aura aussi d'ailleurs pour Yamine un collègue de chez MathWorks, Yann Debray, je crois de tête. Et puis également, donc on organise voilà tout un tas d'autres événements. Donc sur des sujets toujours bien sûr liés à l'IA, des sujets plus transverses, donc notamment un meet-up éthique. On entend beaucoup parler de l'IA explicable, l'IA de confiance. Donc voilà, on posera lors de ce meet-up les bases. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Et puis surtout, comment on peut mettre ça en place. Donc là aussi, on aura une très belle tête d'affiche. On recevra Laurence de Villers, Françoise Soulier ou encore Nicolas Méric. Et puis également d'autres cycles de conférences sur les sujets cyber. On va parler de l'IA et de la fraude sur les espaces numériques, les systèmes autonomes, les drones, la sécurité civile, l'IA et la robotique. Et tout ça toujours en charmante compagnie puisqu'on aura avec nous Shark Robotics, Parrot, des intervenants de l'école militaire de Saint-Cyr et puis bien sûr notre cher Thierry Berthier. Voilà pour les prochaines infos. Tout est dans le chat, mais évidemment, vous pouvez également retrouver toutes ces informations-là sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. Peut-être juste une dernière parenthèse. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné au début. Donc, Bimetrics, c'est est une start-up réalisatrice du programme PACIA de la région Île-de-France que le Hub Francia pilote avec l'IMT TerraLab. Donc, c'est un programme d'accompagnement personnalisé de 3 mois qui va permettre aux PME ETI de mettre en place leur premier projet IA avec un cofinancement à 50%. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est un dispositif qui a aussi inspiré d'autres régions par la suite. La Normandie a lancé de son côté le programme Booster IA, donc même principe à l'échelle normande. Et puis plus récemment, d'ailleurs, le gouvernement, dans le cadre de son plan de relance, a aussi lancé un programme similaire qui s'appelle cette fois IA Booster. Donc voilà, vous pourrez regarder tout ça sur Internet. Donc en tout cas, voilà, des solutions existent pour les PME TI qui souhaitent se lancer et franchir le cap de l'IA. Je vais m'arrêter là. Merci encore de nous avoir écoutés. Merci à toi, Liamine. Je vous souhaite une excellente journée Merci à vous aussi. et à très bientôt. Très bonne journée. Merci. Au revoir.